Compte rendu de la deuxième réunion extraordinaire du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, a présidé ce mercredi 15 janvier 2025 à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa la deuxième réunion extraordinaire du Conseil des ministres du gouvernement de la République, la première réunion du Conseil de la nouvelle année 2025. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption de textes. La communication du Président de la République, chef de l'État, a porté sur 2 points principaux, à savoir 1. De la situation de l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu. Le président de la République a tenu à rappeler qu'à l'instauration de l'état de siège était commandée par le besoin impérieux de ramener la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo et particulièrement dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, exposées depuis plus de 2 décennies aux multiples violences perpétrées par des groupes armés locaux étrangers, occasionnant des viols des femmes et des jeunes filles, des massacres et déplacements massifs des populations, des pillages de ressources et autres maux insupportables. Plus d'une année après, sur son instruction, le gouvernement avait organisé à Kinshasa, du 14 au 16 août 2023, une table ronde pour dresser les bilans afin d'identifier les meilleures orientations adoptées quant à l'avenir du régime exceptionnel instauré. Consécutivement aux recommandations de la dite table ronde, dans son message à la nation du 12 octobre 2023, il avait insisté sur la nécessité d'établir un dispositif transitoire pour mettre fin à l'état de siège en rétablissant l'autorité civile dans les zones sécurisées par les forces de défense et de sécurité du pays. Ces processus devraient impliquer, entre autres, l'assouplissement des mesures restrictives de liberté, notamment en matière de circulation de personnes et de biens. Le président de la République a rappelé qu'au cours de la 17e réunion du Conseil des ministres tenue le 11 octobre 2024, il avait instruit la Première ministre aux fins d'évaluer de manière exhaustive les mesures d'assouplissement en tenant compte de la scolarité des enfants, en favorisant un environnement propice au développement économique et en envisageant aussi l'allègement des mesures fiscales pour soutenir les entreprises locales. À la suite de la mission interinstitutionnelle d'évaluation conduite par la Première ministre du 22 au 24 novembre 2024 dans les provinces précitées, il lui a été rapporté, d'une part, que l'état de siège est encore considéré comme une nécessité du fait de la dégradation de la situation sécuritaire caractérisée par la recrudescence des velléités expansionnistes de Rwanda et ses supplétifs terroristes, et d'autre part, le besoin d'alléger davantage les dispositifs de l'état de siège s'est fait sentir au sein des populations concernées. Ainsi, dans la perspective de mettre progressivement fin à ces régimes, en passant par l'atténuation considérable de ces effets exceptionnels et en garantissant en même temps la sécurité et la stabilité des régions affectées, le président de la République a engagé le gouvernement sous la coordination de la Première ministre, chef du gouvernement, à travers le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, ainsi que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, à produire une feuille de route déclinant les actions à mener au regard des recommandations produites. Cette feuille de route est attendue dans un délai de 15 jours. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur le projet Compact énergétique national de la République démocratique du Congo. Dans le cadre de la plateforme de partenariat initiée par la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, élargie à d'autres partenaires clés,
et la Commission de l'Union africaine pour fournir de l'électricité à 300 millions d'habitants en Afrique subsaharienne à l'horizon 2030, tout en prenant en compte la cuisson propre, le président de la République a évoqué le projet Compact énergétique national de la République démocratique du Congo. Ce dernier est développé avec comme objectif l'accroissement du taux actuel d'accès à l'électricité de 21,5% à 62% à l'horizon 2030 pour environ 80 millions d'habitants au rythme de croissance annuelle de 1 à 6%. Les capitaux nécessaires à l'atteinte de cet objectif sont estimés à 37 milliards de dollars américains, dont 17 milliards de dollars à mobiliser par les secteurs publics et 20 milliards par les secteurs privés. L'accroissement de l'accès à une plus 3% à l'horizon 2030 pour environ 40 millions de personnes avec un investissement estimé à 500 millions de dollars. Au-delà de l'accès à l'électricité et à des solutions de cuisson propres, il a indiqué que le Compact énergétique national impulsera le développement économique et industriel du pays en facilitant l'intégration nationale et régionale, en plus de la réduction drastique de la pression sur notre forêt. Il a été enrichi à la suite des fructueux échanges entre les principaux acteurs impliqués dans les secteurs de l'électricité à l'occasion de consultations organisées sous son patronage au mois de décembre 2024 à l'effet d'assurer l'inclusivité des 10 acteurs à ces programmes intégrateurs qui appellent la préparation et la mise en œuvre des compacts routiers, ferroviaires et miniers. Le président de la République a engagé les membres du gouvernement en charge des secteurs concernés à élaborer des projets spécifiques qui s'arrimeront au compact énergétique. Le rapport y relatif est attendu fin juin 2025. Par ailleurs, il compte présenter le compact énergétique ainsi affiné au sommet des chefs d'État africains sur l'énergie à Dar es Salaam en Tanzanie. Après son adoption par le gouvernement, sa synthèse sera incorporée dans le document final à ratifier par les chefs d'État à cette occasion, qui sera couplé à leur déclaration d'engagement pour sa mise en œuvre. Le président de la République a invité le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, sous la coordination de la Première ministre, en collaboration avec le ministre des Finances ainsi que le ministre sectoriel concerné, à s'approprier ces compacts afin que soit produit urgemment le plan d'action réaliste et pragmatique pour notre pays dans les 45 jours qui suivront la signature par des chefs d'État à Dar es Salaam. Dans la suite de la communication du président de la République, chef de l'État, la première ministre chef du gouvernement est revenue sur quelques points. D'abord, elle a déclaré 2025 comme une année de raffermissement des valeurs morales et d'optimisation de l'action gouvernementale. Ces messages forts sur notre responsabilité collective a été partagé dans les cadres de vœux de nouvel an qu'elle a respectueusement adressés au président de la République et aux différents membres du gouvernement. Dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement 2024-2028, elle a rappelé que nos priorités doivent être 1. La promotion de la culture du résultat et de la performance. 2. L'utilisation judicieuse de nos ressources financières en veillant à la transparence et à l'intégrité pour bâtir la confiance du public. 3. Les respects scrupuleux des principes éthiques et déontologiques qui guident notre gouvernance. Elle a rappelé que notre ambition est de redonner à notre pays par sa grandeur en prenant l'excellence et en mettant notre expertise au service de la nation. Réitérons notre engagement sur cette voie pour un gouvernement éthique, performant et véritablement au service de la nation et de notre peuple. Elle a aussi rappelé la nécessité pour tous les membres du gouvernement d'être redevables. Ensuite, la Première ministre a évoqué la nécessité d'évaluer les engagements pris lors de différentes commissions paritaires organisées dans la perspective de la préservation de la paix sociale, telle que l'a toujours souhaité le président de la République. Pour rappel, les commissions paritaires ont produit
À la suite d'un processus républicain d'échanges et de discussions, des protocoles d'accord avec des engagements qui font actuellement l'objet d'un traitement spécifique au niveau des ministères concernés, notamment les ministères en charge de la fonction publique, du budget, de l'éducation nationale, des finances, de l'enseignement supérieur et universitaire, de la recherche scientifique, de la santé publique, de l'emploi et du travail. Dans les mêmes élans républicains et patriotiques, le gouvernement salue la décision prise le mardi 14 janvier 2024 par le banc syndical de la santé publique de suspendre la grève entamée depuis la fin de l'année dernière sur l'ensemble du pays. Une décision prise à la lumière des efforts du gouvernement qui atténue ses engagements, notamment en ce qui concerne l'évolution positive de la paye complémentaire de médecins et plus largement qui montre sa volonté de rencontrer l'ensemble des revendications de professionnels de la santé de notre pays. La Première ministre envisage la convocation d'une réunion de mise à jour sur les enjeux de la rentrée sociale pour évaluer les revendications exprimées par les différents bas syndicaux et leur niveau actuel de prise en charge et d'exécution par le gouvernement. Enfin, elle a terminé son intervention par informer le membre du gouvernement du renforcement de la gouvernance par les respects stricts des procédures de la chaîne de la dépense à la suite de la publication le 8 janvier 2025 au journal officiel de l'arrêté interministériel numéro 110 barmine État barmine budget 2024 et cabmine bar finance 2024 123 du 20 décembre 2024 portant manuel révisé à titre transitoire des procédures et du circuit de la dépense en République démocratique du Congo qui désormais encadre tous les processus d'exécution des dépenses publiques par les gestionnaires des crédits. L'application de cet arrêté interministériel, a-t-elle rappelé, vise la parfaite maîtrise de la programmation et l'exécution des dépenses publiques en rapport avec les instruments budgétaires qui constituent le plan d'engagement budgétaire et le plan de trésorerie, cela étant l'un des fondamentaux de la stabilité du cadre macroéconomique. La Première ministre a invité le ministre d'État, ministre du Budget et les ministres des Finances à lui soumettre avant le prochain Conseil des ministres les termes de référence d'un séminaire gouvernemental qui sera organisé dans un bref délai pour une compréhension commune du dit arrêté interministériel et pour une meilleure vulgarisation auprès de l'ensemble des gestionnaires de crédit. Au deuxième chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif au point d'information, point 1, État et administration du territoire. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, décentralisation affaires coutumières, a présenté au Conseil le rapport sur l'État et l'administration du territoire national. L'état d'esprit de la population demeure globalement calme, a été marqué cette année par la satisfaction de la majorité de l'opinion sur le comportement affiché par les forces armées qui multiplient les exploits sur les différentes lignes de front contre l'ennemi. La désapprobation totale et générale de propos du président rwandais lors de son point de presse tenu récemment à Kigali concernant la situation sécuritaire dans la partie est du pays où ses troupes sont engagées dans une agression contre la RDC. La désapprobation de la population suite aux déclarations de certains acteurs politiques qui enflamment l'opinion nationale avec des propos de nature à briser la cohésion nationale nécessaire en ce moment où le pays fait face à une agression extérieure. Sur un autre chapitre, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a fait le point du dossier des sujets chinois arrêtés en possession illégale des lingots d'or et d'une somme importante d'argent à monnaie étrangère dans la province du Sud Kivu. Au terme de l'instruction judiciaire ouverte à ces sujets, les prévenus ont été principalement condamnés à 7 ans de servitude pénale, au paiement de 600 000 $ américains d'amende et à une interdiction de séjourner en République démocratique du Congo. Tout ceci pour des infractions de séjour irrégulier, d'achat illicite et des détentions illégales de substances minérales.
Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a dans les chapitres de la criminalité, du banditisme urbain, informé le Conseil de la poursuite de l'opération Nobo qui se déroule bien à la grande satisfaction de nos populations. Avec le concours du ministère de la Justice et Garde des Sceaux, une série d'audiences foraines a été organisée et qui a permis l'arrestation et la condamnation de plusieurs Koulouna passés devant leur juge naturel. Le vice-premier ministre de la Défense a complété le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, en revenant spécifiquement sur la situation opérationnelle sur toutes les lignes de front dans la partie est de la République démocratique du Congo, où il est encore revenu sur la vaillance et la bravoure de nos forces armées de la République démocratique du Congo qui opposent des répliques énergiques et qui se sont soldées par la récupération de plusieurs localités d'importance stratégique et des pertes en vies humaines dans les rangs des militaires de l'armée rwandaise. Et leur contre-offensive se poursuit sans désemparer. Dans les Nord Kivu, il a aussi informé que plusieurs terroristes du M23 RDF ont été neutralisés par les forces armées de la République démocratique du Congo dans la localité de Ndeluma en territoire de Lubero. Entre les 7 et les 12 janvier, nos vaillants militaires ont réussi à reconquérir après d'âpres combats des localités, notamment la cité frontalière Ishasha, Irambi, Kirumba, Kaina et la cité de Lourdes. En territoire de Massissi et Walikale, les forces armées de la République démocratique du Congo continuent leur action avec détermination pour empêcher l'ennemi, malgré ses renforts en armes et en matériel venus du Rwanda, d'atteindre son objectif d'expansion. En territoire de Nyiragongo, les FARDC soutenus par les VDP font face à la coalition ennemie aux alentours du parc national de Virunga. Au sud Kivu, nos vaillants militaires ont reconquis le 12 janvier dernier plusieurs localités et cités occupées par les agresseurs, notamment Lumbishi, Rosintaka, Kamata et Kabini. Les actions décisives se poursuivent contre les autres groupes armés Greta Bara, Turaneo, supplétifs des agresseurs dans la région. En Ituri, les dispositifs opérationnels restent en alerte et la traque contre le milicien Codeco et ADF-MTM se poursuit. Dans la partie ouest, les actions militaires se poursuivent dans le cadre de l'opération Gemba pour mettre fin à l'activisme des Mobondo dans les triangles Congo central, Kinshasa, Grand Bandundu. Au demeurant, les forces armées de la République démocratique du Congo restent déterminées sur toutes les lignes de front à restaurer la sécurité, à récupérer les zones perdues et à rétablir l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Toujours sur ces chapitres de points d'information, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale a présenté les bilans annuels de la situation épidémiologique du pays. En ce qui concerne le Mpox, la notification annuelle est passée d'environ 19 956 cas suspects à 64 173 cas suspects entre 2023 et 2024. Et la létalité de 4,5% en 2022 à 2,1% en 2024. Le taux de confirmation biologique s'est amélioré de 9% en 2024. Dans la stratégie de réponse, le plan prévoit la vaccination pour continuer à réduire la morbidité et la mortalité liée à cette maladie. Ainsi, le ministère recommande l'utilisation du vaccin MVA-BN et LC16. En ce qui concerne la rougeole, comparé à l'année 2023, la notification de cas en 2024 est passée de plus de 8000 à moins de 1500 cas notifiés la semaine. La létalité demeure en dessous de 1% et il se note une réduction des nombres de provinces touchées allant de 26 à 9. Ces résultats ont été atteints grâce aux stratégies de la réponse, y compris la vaccination. Les efforts du gouvernement ont permis de réduire l'impact négatif de l'épidémie. Pour ce qui est de la grippe qui sévit dans la zone de santé de Panzi en province du Kwango, jusqu'à la deuxième semaine épidémiologique de 2025, il a été enregistré un cumul de 2774 cas, dont 77 décès, soit une létalité de 2,8%, et des cumuls de 54 décès communautaires
Actuellement, 30 sur 33 aires de santé que compte la zone ont été affectées. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale a également présenté un tableau de la situation sanitaire en rapport avec la poliomyélite et également fait état de la prévention de la lutte contre les violences faites aux enfants. Poursuite des travaux de construction des centres de formation professionnelle. Le ministre de la Formation professionnelle a fait l'état des lieux des travaux des constructions des centres de formation professionnelle financés par le gouvernement. Il a évoqué la situation dans 5 territoires du Kasaï central et dans 5 autres du Kasaï oriental. Dans les Kwilu, par contre, les travaux de construction du centre de formation des Kikwit se poursuivent, aussi bien les travaux de construction du centre de formation professionnelle dans la commune de Dilala au Lualaba se poursuivent tout autant. Au regard de la nécessité de finaliser tous ces travaux, le ministre de la Formation professionnelle a sollicité la mise en place d'un cadre de programmation des besoins identifiés des infrastructures de formation professionnelle entre son ministère, ceux du budget et des finances, sous la coordination de la Première ministre. L'achèvement des travaux de ces centres de formation professionnelle contribuera à l'employabilité de la population et au développement économique de ces entités, et ce, dans le souci de concourir à la réalisation de l'un de 6 engagements du président de la République, à savoir la création de l'emploi. Organisation de la 4e édition des Jeux congolais. Le ministre des Sports et Loisirs a informé le Conseil de l'organisation de la 4e édition des Jeux congolais. Il a indiqué qu'après 51 ans, le gouvernement, à travers son ministère, a résolu de relancer l'organisation des Jeux congolais aux fins de matérialiser la volonté politique du chef de l'État. La 4e édition poursuit des objectifs, notamment 1. De contribuer à la consolidation de la paix, de l'unité et de la cohésion nationale, d'offrir une opportunité idéale aux dirigeants sportifs, cadres techniques et médico-sportifs ainsi qu'à d'autres personnes ressources de changer et de convenir sur la mise en œuvre de la politique sportive nationale, d'assurer la promotion du sport congolais et de promouvoir les athlètes congolais des différentes disciplines sportives pour une meilleure carrière professionnelle et de doter les pays des nouvelles infrastructures sportives modernes et réhabiliter celles existantes. 22 disciplines sportives sont sélectionnées, tenant compte de leur implantation sur le plan national, dont 16 pour le sport de compétition, 3 pour les sports de personnes vivant avec handicap et 3 pour les sports d'exhibition. Aux fins de garantir les caractères inclusifs des 10 Jeux, la participation de 26 provinces est requise dans les 2 versions féminines et masculines ainsi qu'avec la catégorie des personnes vivant avec handicap. Pour y participer, les provinces devront souscrire aux disciplines sportives inscrites au programme des Jeux et régulièrement pratiquées dans leur circonscription territoriale sous les contrôles respectifs des chefs des divisions provinciales des sports et loisirs, des ligues provinciales, des ententes et autres cercles sportifs. Le nombre de participants représentant les 26 provinces est estimé à peu près 8070, composé des athlètes, des juges arbitres, des entraîneurs, des cadres médico-sportifs, des officiels de province, ainsi que de membres de commissions et autres structures organisationnelles. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Note d'information du secteur de la jeunesse. La ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique a présenté au Conseil 2 notes d'information relevant de son secteur. Le premier concernait les rapports circonstanciés sur la candidature de la République démocratique du Congo au poste d'envoyé spécial de la jeunesse à l'Union africaine. À ce sujet, la ministre de la Jeunesse a fait le point des actes posés, des actions menées jusque-là pour la candidature congolaise portée par M. Oyo Moshembo Mervi Jean-Paul au poste d'envoyé spécial de la jeunesse africaine. Rappelons que ce poste sera pourvu
par le prochain président de la Commission de l'Union africaine, dont les élections sont prévues en février 2025 à Addis Abeba. Elle a décliné la stratégie mise en place à l'échelle nationale et internationale afin de garantir la nomination du précité à ces postes clés. Ainsi, il pourra de la République démocratique du Congo porter la voix des jeunes Africains. Le deuxième point a concerné l'Assemblée générale extraordinaire élective des membres du Conseil. C'est conformément aux prescrits de textes légaux et réglementaires en la matière. La ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique a motivé la nécessité de convoquer dans le prochain jour ces assises afin de permettre aux jeunes de procéder de manière souveraine au renouvellement des membres du bureau actuel du Conseil national de la jeunesse qui sont hors mandat depuis le mois d'août 2024. Ainsi, le choix des nouveaux dirigeants apportera un souffle nouveau et un dynamisme souhaité pouvant contribuer à la cohésion et à l'éveil patriotique en ce moment où les jeunes ont un rôle important à jouer pour la préservation et le maintien de la paix et le développement de notre cher et beau pays. La ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique a sollicité du gouvernement les moyens nécessaires pour les demandes de roulement de cette Assemblée générale élective dont les électeurs sont principalement les présidents de conseils provinciaux des jeunes. Elle a précisé que ces élections commenceront d'abord au niveau de province avant de se terminer au niveau national. Le Conseil a pris acte de ces notes d'information. Au troisième chapitre du Conseil des ministres de ce jour, les membres du Conseil ont approuvé un relevé des décisions prises lors de la 28e réunion ordinaire du Conseil des ministres tenue le 27 décembre 2024 à Mbuji-Mayi. Au dernier chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption des textes, 8 textes ont été soumis à l'approbation des membres du Conseil, notamment 2 projets de décrets relevant du secteur de transport. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, voie des communications et des enclavements, a soumis au Conseil 2 projets de décrets pour leur examen et approbation. Le premier modifie et complète les décrets numéro 24, numéro 05 du 21 août 2024 fixant les tarifs des services de manutention de conteneurs et la redevance variable de concession applicable dans les corridors ouest de la République démocratique du Congo. Le deuxième projet de décret modifiant et complétant les décrets numéro 24/06 du 21 août 2024 portant institution du Fonds social de l'ONATRA SA. Ces 2 textes écartent expressément de leur champ d'application les activités de la société DP World et RDC et celles des entreprises chargées de l'exécution de la convention de collaboration entre la République démocratique du Congo relative à la délégation de services publics pour les ports en eau profonde de Banana, tel qu'amendé et consolidé le 1er décembre 2021. Ce qui permettra à DP World de rester dans la logique du modèle économique conclu dans le contrat précité. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces 2 projets de décret. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, a soumis au Conseil le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour une période de 15 jours, prenant cours le 22 janvier 2025. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces projets d'ordonnance-loi. Projet de décret relevant du secteur de l'environnement. La ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, a soumis au Conseil les projets de décret portant création de l'aire protégée à vocation des réserves communautaires, dites couloir vert Kivu-Kinshasa, dans sa phase juridique. La zone de ces couloirs verts s'étend sur une superficie de plus d'un demi-million de kilomètres carrés et couvre la route nationale numéro 4 de Beni à Kisangani et les bassins du fleuve Congo de Kisangani à Kinshasa, ainsi que dans les territoires au nord et au sud de ces corridors stratégiques. La ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, a soutenu que le couloir vert Kivu-Kinshasa vise à favoriser la conservation de la nature et le développement d'une économie verte
tout en reliant l'Est et l'Ouest de notre pays et en impliquant activement les communautés locales afin de relever les défis récurrents de la lutte contre la pauvreté. Ainsi, plus de 100 000 km² de forêts primaires seront protégés et l'évolution d'un corridor stratégique sera facilitée pour le développement socio-économique et la valorisation durable des ressources naturelles au profit des communautés locales. Après débat et délibération, le Conseil de ministres a adopté ce projet de décret. 3 projets de décret relevant du secteur de l'industrie, les ministres de l'Industrie et développement de petites et moyennes entreprises et de petites et moyennes industries a soumis au Conseil 3 projets de décret pour leur examen et approbation. Il s'agit du projet de décret fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du comité de pilotage des zones économiques spéciales en République démocratique du Congo, projet de décret modifiant et complétant les décrets numéro 15/007 du 14 avril 2015 portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence des zones économiques spéciales tel que modifié et complété par les décrets numéro 18/056 du 28 décembre 2018. 3. Projet des décrets fixant les modalités et procédures de participation des aménageurs et des entreprises dans les zones économiques spéciales en République démocratique du Congo. Pour le gouvernement, il est question d'adapter ces dispositifs réglementaires, l'environnement socio-économique et juridique du pays, le moderniser en tenant compte des bonnes pratiques internationales en matière de zones économiques spéciales et les rendre plus compétitifs par rapport au régime déjà appliqué par certains pays de la région. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces 3 projets de décret. 5. Projet d'ordonnance-loi. Le ministre de la Formation professionnelle a soumis au Conseil le projet d'ordonnance-loi autorisant la ratification par la République démocratique du Congo de la Convention sur l'enseignement technique et professionnel signée à Paris le 10 novembre 1989. Ces textes, déjà adoptés par le gouvernement au cours de sa 21e réunion du Conseil des ministres du 8 novembre 2024, figurent parmi les textes inscrits dans la loi d'habilitation du gouvernement promulguée par le président de la République. Conformément à l'article 129 de la Constitution, le ministre de la Formation professionnelle a motivé la nécessité de voir les instruments de ratification de cette convention être déposés devant l'Assemblée générale de l'UNESCO qui aura lieu à Paris au mois de février 2025 en vue de permettre au pays de bénéficier des avantages y afférents. Après débat et délibération, ces projets d'ordonnance-loi a été adopté. Avant la fin de ce Conseil de ministres, la première ministre chef du gouvernement a annoncé la bonne nouvelle, parmi les premières bonnes nouvelles de l'année, qui vient de tomber au terme de la réunion du Conseil d'administration du Fonds monétaire international FMI, qui a approuvé l'accord de service récemment conclu pour 2 programmes majeurs et autorisant un appui financier à la République démocratique du Congo de près de 3 milliards de dollars américains sur 3 ans. Les décaissements effectifs en plusieurs tranches se feront en fonction des progrès dans la mise en œuvre des réformes économiques convenues. Le premier décaissement est attendu au terme de la réunion de ce jour, sera de 247 millions de dollars américains au titre d'appui à la balance de paiement, tout en félicitant et en saluant la vision et le leadership du président de la République, chef de l'État. La première ministre a encouragé les membres du gouvernement, particulièrement ceux du secteur économique et financier dont Budget Finance, Banque centrale, à redoubler d'efforts pour la mise en œuvre de réformes nécessaires pour renforcer la gouvernance économique et garantir le développement durable de notre pays. Le président de la République, à son tour, a aussi félicité les membres du gouvernement pour avoir atteint cet objectif. Commencée à 15h57, la réunion du Conseil de ministres a pris fin à 18h50. Je vous remercie.